Voilà. Donc, toi, tu as juste... Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Glatron. Je suis co-coordinatrice de Sol en Ville avec Florian Franck-Neumann qui n'est pas là aujourd'hui, qui a fait tout Strasbourg et donc il n'est pas là à chaque fois. Et donc, on recommence pour l'année 2025. On continue notre cycle de conférences qu'on a appelé « Levons les yeux au sol ». Il va peut-être falloir qu'on trouve un troisième nom. D'abord, c'était Déconfinons les sols, après les années 2020. Et puis ensuite, Levons les yeux au sol. Et bon, voilà, il va peut-être falloir qu'on fasse un peu bouger notre imagination. Et d'ailleurs, on peut peut-être lancer un petit concours. Et donc, on recommence pour l'année 25, sachant qu'on a déjà eu quelques conférences en fin de 2024. Le programme, c'est toujours à peu près une par mois. Alors, en fait, comme on s'aligne sur certains événements que vous verrez tout à la fin, je donnerai un tout petit calendrier, un aperçu, comme les 48 heures de l'agriculture urbaine, le festival La Ceinture Verte, par exemple. Donc, on a des partenariats, ce qui fait qu'on n'est pas toujours exactement phasé une par mois, mais c'est à peu près ça. Et en tout, ça fait entre 9 et 12 conférences par an, que vous la preniez année universitaire ou année civile. Et on a toujours à cœur d'avoir trois grandes catégories qu'on essaye de mixer comme on peut. Une catégorie qui serait plutôt approche naturaliste. Alors, il y en a que ça hérisse quand je dis ça, mais en gros, le fonctionnement du sol, celle-ci rentrerait dans cette catégorie, un microbiote des sols. On a une catégorie qui est plus axée sur les services rendus par les sols, donc par exemple sur l'agriculture, ou alors ce serait sur les questions du zéro artificialisation nette. Et puis on a une catégorie un peu plus sciences humaines et sociales, c'est-à-dire les regards sur les sols, mais qui sont plutôt des regards de scientifiques ou de gestionnaires des sols, vus par le côté sciences humaines et sociales. Donc, ça peut être, par exemple, la conférence de Gaspard Koenig sur plutôt l'aspect un peu philosophique ou historique. Ça peut être l'histoire des sols aussi, ou l'histoire des représentations des sols. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaie de mixer un petit peu ça. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des questions que j'appelle naturalistes, qui peuvent être biogéochimiques sur les sols. Et donc, nous accueillons aujourd'hui Pierre Fechter du laboratoire BSC. Biotechnologie et signalisation cellulaire. Voilà, biotechnologie et signalisation cellulaire. Donc, c'est un collègue du site de Strasbourg. Il est à Ilkirch, mais c'est le site universitaire de Strasbourg, donc il ne vient pas de très loin. Et Pierre travaille avec nous déjà depuis plusieurs années il vous dira peut-être un peu tout ce qu'il fait sur les sols, mais avec la spécialité biochimique, biotechnologie, et biotechnologie. Et c'est donc ce que nous allons voir avec lui. Je vous invite à l'écouter. La conférence est enregistrée. On essaye de mettre sur le site, pas tout à fait au fur et à mesure, mais chaque fois qu'on peut, les conférences qui sont donc pas très travaillées, mais ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis donc, je sais pas, tu en as pourquoi 40, 45 minutes? Oui, voilà 30, 45. Voilà. Et ensuite, vos questions seront les bienvenues. Et puis moi, je terminerai avec une petite projection sur les prochaines semaines et même les prochains mois. Voilà. Eh bien, bonne écoute. Merci pour la présentation. Merci d'être venu. Alors oui, je vais faire cette conférence, mais n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quand. C'est beaucoup plus simple que d'attendre à la fin si vous avez une question pressante, surtout. Donc, effectivement, j'ai parlé des microbiotes des sols, mais je ne suis pas un spécialiste des microbiotes des sols. Ça peut paradoxal, mais effectivement, j'aurais aussi beaucoup de mal à répondre vraiment sur des questions précises sur les sols, sur l'intérêt des microbiotes dans les sols. Je suis à la base un biotechnologiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais utiliser les microbes à des fins industrielles. Et c'est ce que je vais essayer. Voilà, c'est ce que je vais essayer de présenter au cours de cette conférence-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser les sols finalement dans un processus industriel et à quoi ça peut servir finalement. Donc, non, ça marche pas. Ça marche. C'était juste ici. Vas-y.
La technologie. C'est bizarre. Pourtant, quand j'étais là à côté de toi, ça marchait. Alors est-ce que. J'ai rien touché. Non, mais c'est sûrement pas toi. Bon, bah, Mais désolé. sinon, on revient. Bah, normalement. Ah, bah voilà. C'est bon. Ok, oui. Donc, ça, c'est voilà, rapidement le sommaire, mais j'ai effectivement d'abord présenté qu'est-ce que c'est un micro-organisme, parce que ce n'est pas évident, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Et puis, petit à petit, aboutir sur quel est l'intérêt, justement, d'étudier ces microbes dans les sols et qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, en tant que biologistes, en tant qu'industriels aussi. Donc, les micro-organismes, alors ça, c'est peut-être des questions que... Est-ce que vous savez, vous avez déjà entendu parler de ça? Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour qu'on parle de micro-organismes? Ils sont petits. Alors, ça, c'est voilà, la réponse. Mais oui, mais c'est la réponse logique. Un micro-organisme, c'est tout simplement tout ce qui est en dessous de ce qu'on peut observer à l'œil. Donc, ça regroupe trois grandes familles d'organismes. Ce sont les champignons. Alors, les champignons microscopiques, pas ceux qu'on mange. Ceux-là, on ne peut pas les observer. Ils ont environ 100 micromètres de diamètre. Donc, c'est vraiment la limite de ce qu'on peut observer, mais les limites sont inférieures. 10 fois plus petit, il y a les bactéries. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise et que j'étudie au laboratoire. Donc, j'ai beaucoup plus parlé de bactéries que des autres organismes. Et encore 10 fois plus petit, ce sont les virus. Alors, les virus, il y a un gros débat. Est-ce que ce sont des êtres vivants, pas des êtres vivants? Bon, voilà. On les classe quand même dans les micro-organismes. Moi, j'ai beaucoup me focaliser sur les bactéries parce qu'effectivement, c'est ce que je connais le plus. Quand on parle de bactéries, depuis quand est-ce qu'elles existent? Ce sont tout simplement les premiers organismes qui sont apparus sur Terre. Et puis à ce moment-là, il y a 3,5 milliards d'années, il n'y avait rien, à part elles. Et du coup, elles ont eu l'espace. Elles ont eu toute la planète Terre pour elles toutes seules, tranquilles. Donc, elles ont eu le temps de se développer. Et finalement, elles ont colonisé toute la Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, si vous essayez de trouver un endroit sur Terre, dans les airs, dans l'eau, où il n'y a pas de bactéries, c'est un challenge. Allez-y, essayez. mais il n'y en a pas. Des bactéries, effectivement, il y en a partout. Il y en a on peut creuser 10 km sous terre, on trouvera encore des bactéries. Dans la glace, dans les glaces au pôle Nord, où il y a des glaces de plusieurs centaines d'années, il y a encore des bactéries. Aujourd'hui, c'est tout un débat aussi avec le dégel lié au climat. Effectivement, il y a des choses qui réapparaissent et qui ressortent, qui revivent, tout simplement parce que elles sont juste congelées. Elles attendent des jours meilleurs et puis une fois qu'on leur permet de revivre, elles revivent. Donc oui, des organismes, il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air, dans les nuages, il y en a partout. Effectivement, oui, j'ai un peu sauté cette image de la taille aussi, mais je vais vite la reprendre. Si effectivement on dit que la limite de ce qu'on peut voir, c'est le soleil, la cellule végétale qui représente le soleil, finalement, les champignons, effectivement, ce serait Jupiter, les bactéries, la Terre, et puis Pluton, les virus. Donc, on voit vraiment qu'il y a une décroissance en fait de la taille qui est absolument incroyable, qui est très, très rapide. Et pourtant, les bactéries, c'est quasiment les organismes les plus présents sur la Terre au niveau population. Donc, effectivement, où est-ce qu'on en trouve? Ils sont partout. Et donc, ils ont acquis aussi cette capacité de s'adapter. Ça, c'est vraiment la grande caractéristique de ces micro-organismes, c'est qu'ils peuvent s'adapter à toutes les conditions. Quoi que vous fassiez, vous trouverez des microbes qui vont s'adapter à ces conditions. Et notamment, par exemple, quand vous avez des sols qui sont archi-pollués où plus rien ne pousse, vous attendez 30, 40, 50 ans, vous laissez le temps, les premiers organismes qui reviendront, ce sont les bactéries. Et elles se sont adaptées au sol et vous attendez encore 300, 400, 500 ans, elles auront trouvé le moyen de dépolluer le sol et de vivre en fait dans cet environnement. Donc ça, c'est très, très intéressant pour nous parce que ça veut dire que justement, si on arrive à adapter les bactéries à un endroit donné, on peut derrière trouver une application industrielle, pourquoi pas. Donc, et puis, alors, est-ce que c'est les micro-organismes, du coup, est-ce qu'ils sont dangereux, utiles, indispensables? Un peu tout à la fois. Moi, je parle maintenant de micro-organismes. À un moment, on parlait de microbes. Alors, microbes, c'est toujours dévalorisant parce qu'on pense à la grippe, au Covid, à la peste et tout ça, alors que finalement, les microbes, non, c'est très, très intéressant quand même. Et voilà, parce qu'il y a plein de microbes finalement qui sont très utiles. Et là, je parle que pour nous, que pour l'homme. Pour l'homme, effectivement, ça va permettre de faire pousser nos plantes qui nous intéressent pour l'agriculture et tout ça. Ça va permettre de produire des médicaments.
Une grande partie, quasiment tous les antibiotiques qu'on utilise actuellement sont issus de micro-organismes. Donc, c'est le plus grand pourvoyeur quand même d'antibiotiques. Tout ce qui est produit fermenté, ce sont des microbes. Et là, donc, ça permet de transformer effectivement l'alimentation, en fait, de trouver des nouveaux goûts. Enfin, voilà, c'est aussi quelque chose que j'étudie, mais c'est voilà, toute une vie, en fait, autour des microbes. Donc, les microbes, c'est très, très utile. À côté de ça, effectivement, il y a des microbes qui sont pathogènes. C'est-à-dire qu'on les rencontre, c'est la peste, le choléra, on les rencontre, on devient malade. Alors, un tout petit peu, beaucoup, passionnellement, voilà. Il y a ces microbes qui sont pathogènes, et puis, il y a effectivement les microbes avec lesquels on a appris à vivre. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les microbes commensaux, c'est-à-dire que dans notre intestin, sur la peau, en fait, toutes les surfaces où il y a un contact avec l'extérieur, il y a un microbiote. Donc, effectivement, l'intestin, la peau, voilà, les yeux, les oreilles, enfin, partout où il y a un contact avec l'extérieur, il y a un microbiote. Et là, c'est un microbiote qui est très, très utile à l'homme parce qu'il va non seulement... il va nous protéger effectivement aussi des agressions extérieures. Ça va faire une couche de protection et ça va en même temps entraîner notre système immunitaire à justement mieux réagir contre les pathogènes extérieurs. Donc ça, c'est tous les microbes commensaux. On a pris l'habitude de vivre avec eux. Ils nous sont utiles. Et puis parmi ceux-là, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle les pathogènes opportunistes, c'est-à-dire qu'ils sont présents. On en a tous sur la peau. C'est par exemple le staphylocoque doré. On a pas mal de... Quand on est en pleine forme, ils peuvent être sur notre peau, ils peuvent être n'importe où, dans notre poumon et tout ça. Ils vont trouver une petite place, ils sont tranquilles, ils ne font pas grand-chose. Mais il suffit qu'on soit un tout petit peu affaibli, c'est le cas en hiver, par exemple, une grippe, il suffit qu'on soit justement dans un hôpital, on est affaibli après une opération. Tout à coup, là, ils commencent à se réveiller parce qu'ils disent, tiens, là, je sens que j'ai le potentiel d'aller plus loin. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les bactéries opportunistes, c'est-à-dire qu'elles vont attendre une occasion pour se développer et créer une maladie. Donc, toutes les maladies opportunistes ou nosocomiales à l'hôpital, c'est exactement ça. Ce ne sont pas des bactéries qui, a priori, sont dangereuses parce qu'on peut tous être porteurs de ces bactéries, mais elles ont détecté une petite faiblesse dans le système immunitaire et puis elles y sont allées. Donc, voilà, donc ça, c'est les bactéries que l'on peut retrouver, effectivement, j'appelle ça Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'elles peuvent être très utiles, elles peuvent être dangereuses, ou bien entre les deux. Et quand on parle, ça c'est les micro-organismes. Après un microbiote, c'est beaucoup plus complexe, c'est une société. Et finalement, quand on essaie de chercher comment marche cette société de microbes, moi j'aime bien faire cette comparaison, effectivement, avec une société humaine, où finalement, il y a plein de fonctions différentes. Il y a plein de gens qui vont avoir des fonctions différentes. Voilà. Alors, j'en ai mis quelques-uns, très, très, très peu. Il y a un banquier, il y a des médecins, il y a des profs, des maçons. Enfin, voilà. C'est toute une population de gens qui vont avoir des fonctions différentes. Mais finalement, toutes ces fonctions-là, elles vont être utiles, en fait, pour fabriquer la société. Et finalement, voilà, on peut vraiment comparer ça au microbiote qu'on peut trouver dans les sols, qu'on peut trouver sur la peau, qu'on peut trouver n'importe où. C'est exactement la même chose. Il va y avoir toute une panoplie de microbes qui ne vont rien avoir à faire les uns avec les autres, a priori. Et pourtant, le microbiote, il fonctionne grâce à cette synergie qu'ils peuvent se procurer. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse effectivement aussi de comparer comment marchent ces sociétés humaines, comment marchent ces sociétés microbiennes. Et finalement, on voit qu'il y a quand même des choses assez similaires. Donc voilà, un microbiote, c'est quelque chose effectivement de beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, même quand on étudie les microbiotes des sols, on peut vraiment avoir des choses assez surprenantes parce que voilà, on va identifier effectivement des fonctions qui a priori n'ont rien à voir avec la santé du sol. Et pourtant, elles sont là, et pourtant, ces fonctions-là sont essentielles pour que le microbiote puisse fonctionner. Donc, juste une ou deux dias, effectivement, sur les microbiotes des sols quand même, parce que même si je ne suis pas spécialiste, il faut quand même que je donne deux, trois idées. Il y a un livre qui a été écrit par des chercheurs de l'INRAE de Dijon qui est vraiment très, très bien écrit et très accessible. C'est celui qui est présenté ici. Donc, juste pour donner une idée, effectivement, 1 gramme de sol, ou une cuillère à café, c'est 1 milliard de bactéries. Voilà, globalement, ou dans une poignée de sol, finalement, il y a plus de bactéries ou de microbes que d'êtres humains sur Terre. Donc, c'est juste pour vous donner un tout petit peu l'image de la complexité de ce qu'on peut avoir, mais juste dans une petite poignée de terre, c'est rien du tout. Et pourtant, on peut avoir, voilà, ça. Et c'est
100 000 à 1 million d'espèces différentes. Donc, imaginez 100 000 à 1 million d'espèces différentes avec chacun des fonctions un petit peu particulières et qui sont quand même reliées les unes avec les autres. Donc, la construction de ce microbiote, finalement, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe. Et effectivement, au niveau de la diversité génétique, finalement, la diversité génétique de la Terre, c'est les micro-organismes. 95% de la biodiversité génétique, en tout cas, elle est contenue dans les micro-organismes. Alors qu'ils ne représentent, au niveau de la biomasse, ils ne représentent que 15%, alors, ce qui est déjà énorme. Mais n'empêche que quand on essaie de relier ça à la diversité, effectivement, et donc à la diversité de fonctions biologiques qu'on peut essayer de trouver sur Terre, tout se trouve quasiment dans les micro-organismes. Donc, effectivement, il y a une grande disparité de fonctions, de micro-organismes. Et finalement, essayer de comprendre toute cette complexité, cette structure qui s'est créée autour de ces différents microbes, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, l'avantage aussi d'étudier ces microbes des sols, c'est que nous, en tant qu'être humain, ce qui nous intéresse avant, moi, je suis plutôt biologiste santé, donc moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est effectivement les microbiotes qu'on peut trouver sur notre peau, sur notre intestin. Ça, c'est intéressant, mais essayer de comprendre comment fonctionnent ces microbes, ça, c'est assez difficile parce que forcément, on ne peut pas faire tout n'importe quoi. On ne peut pas vous donner n'importe quel pompignon à manger histoire de voir ce que ça va donner comme effet. Par contre, quand on a un sol, là, on peut faire tout ce qu'on veut avec le sol. On peut perturber le sol aussi facilement qu'on veut. On peut le mettre dans une petite cage et puis on peut mettre n'importe quel polluant. On peut faire tout ce qu'on veut et ça, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup plus de facilité du coup à pouvoir comprendre. Finalement, c'est quand on perturbe le système, c'est à partir de là qu'on va commencer à comprendre comment il fonctionne. Parce qu'on va pouvoir observer comment il va s'adapter à ces nouveaux changements. Donc, finalement, étudier les microbiotes des sols, ça peut être intéressant parce que c'est une source d'études. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Et puis, ça va nous apprendre beaucoup de choses, même sur nos microbiotes à nous. Donc, voilà, encore une dia. Alors, pareil, je ne suis pas vraiment spécialiste, mais on m'a souvent posé la question entre les microbiotes dans les sols agricoles versus une forêt, versus les sols agricoles cultivés de manière bio. Puis, en fait, au début, moi, forcément, je répondais toujours, forcément, quand c'est bio, c'est mieux. Donc, le microbiote est mieux et plus sain et pas de problème. Et pourquoi j'ai mis cette diapo? Parce qu'en fait, c'est juste aussi un peu pour lutter contre les idées faciles ou les idées reçues qu'on véhicule facilement. Et c'est vrai que c'est logique, on a tous envie de penser qu'un sol cultivé bio, c'est mieux et que tout est mieux dans le sol bio. Puis finalement, quand j'ai essayé de chercher un tout petit peu plus, de rentrer un tout petit peu plus dans les détails, je me suis posé qu'est-ce que ça veut dire un sol sain ou pas sain. Finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et quand on rentre dans les détails, justement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'il y a plus de diversité dans un sol bio que dans un sol pas bio? La réponse, alors c'est souvent dans le bio, c'est effectivement plus diversifié, mais est-ce que c'est mieux d'un point de vue agricole? C'est pas sûr. Donc la question elle est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, on peut avoir des sols cultivés de manière conventionnelle qui sont qualifiés de sains au niveau agricole, tout aussi sains que des sols cultivés de manière bio. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi essayé de relativiser un tout petit peu. Effectivement, c'est de ne pas toujours aller dans la facilité. Ce n'est pas parce que c'est bio que c'est meilleur. Et c'est beaucoup plus complexe. Encore une fois, les microbiotes, c'est très, très complexe. Et il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, très souvent, effectivement, dans une forêt, comme il y a énormément de choses différentes, on va trouver une diversité beaucoup plus grande. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, au niveau agricole, c'est plus intéressant. Voilà, c'est toujours qu'est-ce que ça veut dire sain, qu'est-ce que ça veut dire intéressant, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'était juste une petite dia juste pour dire qu'il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Donc, maintenant, on va vraiment passer sur ce que moi je trouve intéressant. C'est effectivement, ce que moi j'étudie en tout cas, c'est l'intérêt biotechnologique de tous ces microbes. Et finalement, c'est lié à quelques grandes fonctions, effectivement, de ces microbes que l'on peut trouver dans les sols. Ils sont impliqués, effectivement, dans la régulation des cycles géochimiques. Ils sont effectivement impliqués dans tout ce qui est nourricier pour les sols, donc fertilisation.
Ce sont aussi ils produisent des probiotiques. Aussi, ça c'est très intéressant. Que ce soit pour nourrir un sol ailleurs ou de l'alimentation humaine, hein, c'est très très intéressant. Ces microbes, ce sont eux qui vont produire ces probiotiques. Et puis effectivement, tout ce qui est fermentation, que ce soit, oui, pareil, pour l'alimentation ou pour les sols, voilà, les microbes vont avoir un rôle très important. Mais ils vont aussi avoir un rôle très très important en termes de bioremédiation. Alors, bioremédiation des sols, parce que ce que je disais, tout à l'heure, c'est ça, c'est que les microbes vont s'habituer à n'importe quoi qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire que s'ils vont rencontrer des polluants, ils vont s'habituer à ce polluant et ils vont à un moment donné apprendre à dépolluer le sol. Alors, dépolluer le sol, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des microbes? C'est qu'à un moment donné, ils vont l'utiliser comme aliment. Ils vont l'utiliser comme aliment et donc ils vont transformer ce polluant en quelque chose d'autre. Alors, est-ce que l'autre chose, c'est polluant ou pas? Voilà, ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, ils vont à un moment donné avoir cette capacité à manger ce qu'ils vont trouver. Et là, je vais présenter après quelque chose, c'est sur les plastiques, sur les hydrocarbures. Mais c'est exactement ce qui se passe. À un moment donné, un plastique, les bactéries vont apprendre à les manger. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui va beaucoup m'intéresser. Il y a cette bioremédiation qui est intéressante. Et puis, il y a aussi l'effet protecteur, effectivement, avec la production de médicaments. Alors, pourquoi est-ce que c'est bizarre, hein? Pourquoi est-ce que les bactéries vont produire des médicaments, et notamment des antibiotiques? Tout simplement, c'est que dans un microbiote, il y a énormément de bactéries. Et puis, forcément, il y a les bactéries qui sont saines pour le microbiote, et puis il y a celles qui sont un peu indésirables. Celles qui sont indésirables, il faut les chasser. Et comment est-ce que les bactéries font pour chasser les autres bactéries? Elles produisent des antibiotiques. Et c'est comme ça que nous, on a appris justement à utiliser, on a trouvé cette capacité. Alors, il y a cette expérience très célèbre d'Alexandre Fleming qui avait fait une culture de bactéries sur une boîte de pétri. Et puis, comme il avait laissé traîner, il avait raté son expérience et il a vu que tout à coup, il avait cultivé un champignon qui produisait justement une molécule en antibiotique qui essayait de tuer toutes les autres. Donc voilà, voilà, ce sont des idées toutes simples finalement, et puis il faut… Oui. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé, la phrase était au futur. Et les micro-organismes vont apprendre à traiter les plastiques? Oui. Oui. Vous parlez au futur ou il existe déjà des micro-organismes qui le font? Alors, il existe déjà. Il existe déjà, mais c'est encore anecdotique, quoi. Mais je vais en parler tout à l'heure. Ça existe déjà. C'est ce que je disais tout à l'heure, un sol qui est pollué par n'importe quoi, voilà, il faut le laisser tranquille, mais 30, 40 ans, on commence après à trouver des choses, des adaptations. Donc, finalement, c'est très, très rapide en cours au niveau du cycle de la vie. Alors, comment trouver, c'est la grande question quand on veut chercher un intérêt biotechnologique, c'est comment trouver, avant je disais, dans une poignée de terre, il y a plus de bactéries que d'êtres humains sur Terre, comment trouver la bactérie qui va manger le plastique ou qui va nous intéresser. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a 10 ans ou 20 ans, en fait, on n'était pas capable de faire ça. Pour vraiment piocher une bactérie intéressante, il fallait que ce soit comme l'image de gauche, il fallait que ce soit vraiment le pavé au milieu de la mare, que ce soit bien visible. Voilà. Et là, on savait faire. Mais les outils biotechnologiques, il y a 20 ans, en fait, n'étaient pas capables d'aller plus loin. Et en fait, en 20 ans, il y a un tel développement de la biotechnologie, enfin, c'est juste incroyable. Maintenant, on est capable vraiment de chercher une aiguille dans cette meule de foin. Mais c'est tellement effectivement, c'est impressionnant. Alors, il y a les progrès de la biotechnologie, les progrès de la génomique, du séquençage massif aussi de génomes. Maintenant, qu'on a un microbiote, il y a quelques milliards de bactéries, on est capable de tout séquencer. Enfin, voilà, il y a énormément de progrès qui ont été faits et qui nous ouvrent en fait des espaces qu'on n'osait même pas imaginer il y a encore 10 ans. Donc, effectivement, il y a eu un regain aussi d'intérêt pour tous ces microbes. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, effectivement, au niveau des antibiotiques. Les antibiotiques, je disais que c'était quasiment tous les antibiotiques, les familles d'antibiotiques, en tout cas, sont issues de microbes. Et ils ont tous été découverts dans les années 1950-1970. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, on ne savait plus faire parce que, pareil, on ne savait pas aller plus loin que ça. Et ça fait maintenant 5 ans, en fait, qu'il y a énormément de recherches qui sont relancées pour rechercher des microbes
ou des bactéries qui produisent des microbes dans le sol, parce que maintenant, on sait faire. On est arrivé en 40 ans à passer ce cap où on cherche effectivement la bactérie dans la meule de foin. Donc, comment est-ce que moi, je lance ces recherches? En fait, voilà, j'ai abordé ces recherches aussi à travers plusieurs pratiques, mais aussi à travers la recherche participative, où là, justement, on va des sols, finalement, il y a énormément des sols différents, il y en a partout. Il y a un grand espace, finalement, de dialogue entre les citoyens et les chercheurs pour essayer, justement, de chercher, en fait, ces microbes intéressants. Et les microbes intéressants, on peut les chercher, effectivement, par différents moyens. Il y a pas mal d'idées même qui viennent, je dirais tout à l'heure, qui peuvent venir justement de cette approche citoyenne, des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et donc, comment est-ce qu'on fait? On a développé une méthode, en tout cas, on s'est affilié à un réseau qui s'appelle Tous Chercheurs et qui a justement développé ce concept de laboratoire ouvert, c'est-à-dire que ce sont des laboratoires expérimentaux, en fait, où on peut pratiquer la science dans ces laboratoires. Et donc, il y a toute une méthode qui a été développée. Ça fait 20 ans que ces laboratoires existent. Et maintenant, il y a vraiment une maîtrise, en fait, de comment est-ce qu'on peut permettre, en fait, de amener différents publics, mais dans un laboratoire de sciences expérimentales, ce qui n'est pas évident parce que la science expérimentale, c'est souvent du matériel très lourd, c'est aussi des précautions d'utilisation, de manipulation. Mais voilà, ça fait 20 ans, en fait, qu'ils développent cette méthode et je trouve que maintenant, elle est vraiment au point. Donc, on a essayé de l'utiliser pour nos projets. Et c'est effectivement impliquer donc différents types de citoyens. Alors, on se focalise beaucoup sur les lycéens, les collégiens, parce qu'on se dit qu'en même temps qu'on va les faire participer à un projet de recherche, on va aussi essayer de leur transmettre en fait tous les principes de la démarche scientifique, mais à travers une approche active. C'est-à-dire qu'ils vont devenir les chercheurs, ils vont faire les choses, et on espère qu'à travers ça, ils vont se rendre compte justement de ce que c'est réellement la démarche scientifique. Et effectivement utiliser cette démarche scientifique du coup comme outil pour lutter contre la désinformation. Alors ça prend de plus en plus d'ampleur maintenant, effectivement, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de transmettre aussi, justement, c'est de donner les clés en fait pour analyser correctement l'information, mais même l'information scientifique, parce que finalement, quand on se rend compte, l'information scientifique, elle est truffée d'erreurs. Et en plus, c'est vraiment une information de spécialistes. Et finalement, si on n'a pas les codes pour analyser cette information de spécialistes, on peut vraiment passer à côté du vrai message et puis faire des conclusions un peu trop hâtives. Donc, c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi. Donc, on le fait avec plusieurs partenaires, plusieurs collèges, plusieurs lycées. Effectivement, le but, c'est d'avoir différents types de partenaires. Pourquoi? Parce que le but aussi, justement, c'est d'avoir accès à différents sols, en fait, au niveau du territoire alsacien notamment. Et donc là, je vais présenter le premier projet, c'est le projet qu'on appelle projet plastique, où effectivement, l'objet, c'est d'essayer de trouver de nouveaux microbes qui vont dégrader le plastique. Donc comment est-ce qu'on, des plastiques bio, alors ça peut être des plastiques biosourcés ou issus du pétrole. Maintenant, on fabrique de plus en plus de plastiques qu'on appelle biosourcés, c'est-à-dire fabriqués avec des produits qui, normalement, devraient être recyclables. Alors, ça peut être de l'acide lactique, ça peut être différents types d'acides qu'on peut trouver normalement dans la nature, qu'on transforme quand même chimiquement pour en faire du plastique et qui, normalement, sont censés être biodégradables. Bon, je dis bien censés être parce que finalement, au final, on s'aperçoit que la transformation qu'on a imposée pour en faire des plastiques ne les rend pas aussi biodégradables que ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de chercher. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend avec effectivement les différents collèges, des lycées qui sont dans les différents endroits du territoire alsacien? On va leur demander soit d'enterrer eux-mêmes les plastiques, ce pendant 6 mois, 1 an, pour laisser justement le temps en fait à différents microbiotes, disons, de s'installer autour de ces plastiques et puis de voir comment eux ils peuvent s'habituer finalement à ce plastique. Après 6 mois, donc ça c'est souvent au début de l'année scolaire, ils le font, et puis vers la fin de l'année scolaire, ils déterrent à nouveau ces objets et puis ils viennent dans notre laboratoire à l'université et avec eux, donc on va essayer justement d'isoler ces microbes qui mangent le plastique. Et donc donc ça c'est la chose qu'on essaye de faire depuis 2 ans, et puis maintenant ce qu'on a aussi réussi à faire, c'est justement convaincre d'autres laboratoires de recherche de s'intéresser à ce projet, de s'intéresser à cette recherche participative. Et finalement, on boucle un peu la boucle parce que ces laboratoires vont utiliser les microbes identifiés par les collégiens et les lycéens
pour isoler les enzymes et pour développer le processus de dégradation à l'échelle pré-industrielle. Donc, on arrive vraiment à faire un projet où on arrive à inclure en fait pas mal de partenaires différents, et là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Donc, effectivement, ce qu'on leur demande, c'est d'enterrer. Alors, ils choisissent le plastique qu'ils ont envie d'enterrer. C'est eux qui décident, bah, tiens, moi, j'ai envie d'enterrer ce type de plastique, ce type de déchets. Ils les enterrent pendant 6 mois, 1 an. Effectivement, le but aussi, c'est d'étudier la composition des sols, parce que finalement, bah, des sols différents vont avoir des microbiotes différents, et donc peut-être une capacité aussi à dégrader les plastiques ou les déchets de manière différente. Et puis à côté de ça, effectivement, on peut aussi leur demander de récolter des plastiques qui peuvent traîner là, au bord de rivière ou n'importe où depuis quelques années. Et donc là, on va avoir des résultats encore complètement différents, parce que c'est vraiment un temps beaucoup, beaucoup plus long, en fait, qu'on étudie. Et donc, effectivement, une fois qu'ils ont, qu'ils ont déterré les déchets ou qu'ils ont récupéré les déchets, alors ça, par exemple, c'est récupérer les déchets, on le fait aussi avec des associations de kayakistes, par exemple, qui dépolluent les cours d'eau et puis qui nous aident, du coup, qui nous ramènent en fait ces déchets plastiques, et puis nous, on en utilise certains justement pour rechercher quels sont les microbes qui s'attachent à ces plastiques. Donc, effectivement, laboratoire, avec les citoyens, ou même sans, parce que des fois, on n'a pas le temps physiquement de tout faire avec les lycéens, mais on va essayer d'appliquer des protocoles scientifiques alors bien rigoureux. Là, on le travaille depuis quelques années pour effectivement identifier ces microbes. C'est la deuxième année qu'on le fait, ça commence à marcher. On a isolé nos premiers microbes il y a quelques mois, donc on est tout content. Maintenant, il faut encore les étudier, il faut essayer de les passer de main en main pour vraiment identifier les enzymes qu'ils font. Mais finalement, cette approche marche. Et puis, en 1 semaine, on arrive à identifier les microbes. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Et effectivement, le but, c'est non pas seulement d'étudier ou d'identifier un microbe qui va dépolluer le sol, c'est aussi d'essayer de caractériser finalement tout le microbiote qu'il y a autour du plastique. Parce que c'est ce que je disais, ce n'est pas juste un microbe qui va faire le job, c'est le microbiote. Donc, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier l'ensemble du microbiote. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme différentes fonctions qui sont portées par ces microbes. Alors, effectivement, il y en a qui vont, par exemple, chélater les métaux. Alors, ça peut aussi être intéressant parce que les métaux qui polluent le sol, il y en a pas mal. Si on arrive à identifier justement des bactéries qui chélatent les métaux, ça peut aussi avoir d'autres implications. Il y a aussi des bactéries qui vont solubiliser le phosphate. Alors ça peut être… Voilà. Donc finalement, on peut, en caractérisant ce microbiote autour des plastiques, on peut aussi avoir plein de fonctions différentes et plein de bactéries avec des fonctions différentes qui vont être utiles à différents points de vue. Donc dépolluer effectivement les sols des métaux contaminants, solubiliser le phosphate. On va aussi avoir des bactéries qui produisent des antibiotiques. Donc voilà, finalement, c'est juste en plantant des plastiques dans le sol, alors on les récupère après, bien sûr, mais là, on peut vraiment avoir une mine d'informations absolument incroyable et identifier plein de choses qui peuvent vraiment vraiment être intéressantes. Donc ça, on l'a déjà fait. Effectivement, on a maintenant des bactéries qui dégradent, juste en quelques semaines, on a des bactéries qui dégradent le pétrole. Alors, pas encore le plastique, mais le pétrole, on est capable de dégrader juste après 1 semaine de laboratoire. Alors, pour répondre aussi à votre question, il y a d'autres recherches qui ont déjà été menées et on a déjà identifié, alors ça, ce n'est pas des approches participatives, mais il existe effectivement des recherches qui ont été menées pour identifier des microbes qui dégradent le plastique. Le seul problème, c'est que comme ce n'est pas des substrats naturels, ce n'est pas du tout efficace. Et là, de toute façon, c'est le problème que nous allons rencontrer. Si on en trouve, c'est vraiment super, c'est une première étape, mais finalement, ce n'est pas efficace du tout. Donc, en faire derrière un processus industriel, on n'y pense même pas. Par contre, une fois qu'on a ces enzymes, on peut essayer de les faire évoluer, justement pour les rendre plus efficaces, pour rendre le traitement du plastique beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et que ça réponde vraiment aux exigences, finalement, de l'industrie. Donc, ça, c'est encore une étape. Après, une fois qu'on a identifié tout ça, il y a encore quelques années, effectivement, de développement pour rendre tout ça très, très efficace. Et le gros problème aussi, quelle que soit d'ailleurs la thématique, que si on cherche des médicaments, si on cherche des bactéries qui dégradent ça ou qui dépolluent ou quoi que ce soit,
on estime en fait qu'il faut au moins identifier une centaine, au moins un millier d'hypothèses différentes, donc de bactéries différentes, pour espérer qu'il y en ait un qu'on puisse amener jusqu'au processus industriel. Donc finalement, voilà, ça c'est aussi l'objectif un peu de cette démarche participative, c'est pas de trouver un ou deux microbes, c'est d'avoir le catalogue de 100, 200, 500 microbes différents pour que peut-être justement il y en a un qu'on puisse pousser jusqu'au développement industriel. Oui. Ah non, Et une fois qu'on sait quelle bactérie devient quelque chose, est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on sait la reproduire pour l'industrie et comment on la fixe? Parce que les bactéries mutent, ou elles sont stables à longtemps, ou ça dépend de chacun. Alors, oui, une fois qu'on a une bactérie, alors oui, c'est pas aussi évident que ça. On biaise un tout petit peu la recherche parce qu'on est capable d'étudier que les bactéries qu'on arrive à faire se reproduire ou à cultiver de manière abondante. Toutes celles qu'on n'arrive pas, c'est encore une limite, hein, toutes celles qu'on n'arrive pas à cultiver, c'est la grande majorité, ça-ci, on n'y a pas accès. Voilà, donc, il y a aussi des travaux qui sont faits autour de ça, mais nous, pour l'instant, voilà, on se concentre sur ce qu'on sait reproduire, donc ça, ça, c'est pas le problème. Et puis, la deuxième partie, c'était… Comment on les stabilise? Ah oui, en fait… Alors, les bactéries, oui, les bactéries mutent et elles mutent d'autant plus rapidement qu'elles sont soumises à un stress. Donc, finalement, si on leur donne un environnement où elles sont contentes, elles sont heureuses, sans stress, tranquilles, finalement, elles vont muter, mais beaucoup, beaucoup plus lentement. Et ça ne va pas représenter un gros problème. Donc, voilà, on essaye de contrôler tout ça. Donc, effectivement, et du coup, voilà, ça, c'est l'ensemble du projet qu'on a réussi à développer où, effectivement, il y a plusieurs partenaires, en fait, qui sont impliqués. On essaie d'appliquer donc différents types de publics pour participer. Le but, c'est ça, c'est vraiment de collecter un maximum de sols différents ou de déchets différents. Alors, juste pour dire à quel point nous, on peut être biaisé en tant que scientifique, moi, je me disais, voilà, quand j'ai lancé le projet, je me disais, bon, on va étudier certains sols très spécifiques, assez riches en bactéries quand même, parce que c'est là que j'aurai le plus de chances de trouver des choses intéressantes. Et puis, on a fait ça avec le premier lycée, c'était le lycée Marie Curie. Et donc, eux, pour pas trop s'embêter, ils ont juste enterré au pied de leur lycée. Et puis, je me suis dit, mais c'est complètement stupide, j'arriverai à rien avec ça. Et en fait, après, en réfléchissant, non, au pied de leur lycée, c'était quoi? C'était un lycée qui a été construit dans les années 1960. Donc, tous les gravats, toutes les cochonneries, ils les ont enterrés. Et finalement, c'est là que j'ai trouvé les plus belles bactéries qui dégradent le plastique. Donc, voilà, donc c'est aussi pour ça que des fois, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir effectivement, nous, en tant que scientifiques, on peut être biaisé dans notre approche. Voilà. Et puis, le fait d'appliquer d'autres publics, on peut des fois avoir des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc là, effectivement, les premières bactéries qu'on a découvertes, c'était avec le lycée Marie Curie. Et puis, effectivement, ça marchait bien. Une question. Oui. Parce que là, vous parlez du plastique, mais il y a une variété de plastique très importante. Je suppose qu'une bactérie ne va pas s'appliquer à tout le plastique. Il va se focaliser sur un type de plastique. Voilà, oui. Donc, nous, on enterre les déchets, on choisit les déchets qu'on enterre, les plastiques qu'on enterre. Et on sait que ce qu'on va récolter après, c'est des microbes qui vont s'attaquer à ce plastique spécifiquement. Donc, vous avez testé tous les types de… Non. Non, on ne peut pas. En fait, on n'aura jamais la capacité. On s'est focalisé sur 2 ou 3 plastiques. Donc, plastique PET, ça, c'est le classique. Voilà. Et puis, on s'intéresse aussi beaucoup au PLA. Donc, ce sont les plastiques faits à partir d'acide lactique. Alors ça commence, c'est encore très, très restreint, c'est 1 ou 2% de la production actuelle, mais ça commence à prendre de l'ampleur parce que PLA, c'est acide lactique, c'est censé être biodégradable. Et pourtant, les propriétés plastiques qu'on arrive à fabriquer avec ce PLA, finalement, ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver pour le PET. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui intéresse en tout cas beaucoup les industriels à cause de ses propriétés, et qui normalement est censé être biodégradable. Alors, on s'aperçoit que c'est biodégradable, oui, mais dans des fermenteurs à 60 degrés, ce qu'on ne trouve pas vraiment dans la nature normalement. Donc, pas encore, voilà. Donc,
Bah, disons que si on arrive à trouver des filières de recyclage, ce sera assez, voilà, assez facile. Mais voilà, oui, c'est toutes les questions qui se posent. Hein, voilà. Nous, on essaie de trouver effectivement des conditions pour améliorer. Alors, le but, ce serait justement de pouvoir arriver à des conditions de dégradation qui soient faites peut-être à température ambiante. Voilà, proposer des solutions, mais c'est clair qu'il y a un débat à avoir sur ce genre de choses. Et plus, de toute façon, on arrivera à trouver des moyens de dégrader facilement les plastiques, plus aussi on pourra pousser les consommateurs à l'utiliser parce que de toute façon, on peut les balancer et puis ça sera dégradé. Enfin, voilà. Donc, voilà, j'ai présenté aussi un autre projet sur lequel je me penche, c'est tout ce qui est résistance aux antibiotiques. Alors, peut-être vous en avez parlé, c'est un gros problème actuellement de santé publique. Il y a une publication qui est sortie l'an dernier qui a dit, une étude faite sur l'année 2019, dans le monde, c'était plus de 2 millions de morts qui sont liés à la résistance aux antibiotiques. Et dans les perspectives, bon, si on n'arrive pas à trouver de nouvelles solutions, en fait, ils disent que d'ici une cinquantaine d'années, la résistance aux antibiotiques devrait tuer plus de gens que le cancer. Donc voilà, juste pour donner de l'ampleur. Mais la résistance aux antibiotiques, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est pour lutter contre les infections. Alors, des infections, on en a tous eu, c'est pas très, très important. Mais après, ça peut avoir des conséquences très importantes. On peut être amené à des situations il y a 10 ans, il y a 50 ans ou 100 ans, où, par exemple, on pouvait se contaminer en buvant de l'eau, en se baissant dans les champs, et puis ça pouvait être très grave. Là, toutes les opérations qui sont actuellement menées à cœur ouvert ou qui imposent qu'on ouvre le corps, finalement, s'il n'y a plus d'antibiotiques, on n'ira plus très loin parce que des infections, il y en aura forcément. Donc finalement, voilà, le fait qu'il n'y ait plus assez d'antibiotiques intéressants, ça peut avoir des conséquences en cascade assez graves. Mais le problème de la résistance aux antibiotiques, effectivement, là j'en ai posé deux, c'est que c'est vraiment un problème de santé sociétale. Là, tout le monde est impliqué. Pourquoi? Parce qu'on arrive vraiment rapidement à un cercle vicieux. C'est-à-dire que chaque fois que nous, scientifiques, on va découvrir un nouvel antibiotique, l'utilisation par la société va forcément provoquer derrière des mécanismes de résistance. C'est ce que je disais tout au début. Les bactéries, elles vont apprendre à résister à tout. Et forcément, si on utilise des antibiotiques, elles vont apprendre à résister aux antibiotiques. Et plus on va en utiliser, plus on trouvera des bactéries qui vont résister aux antibiotiques. Et ça, c'est inévitable, hein, quelle que soit la manière dont on utilise les antibiotiques. Alors là, les 20 dernières années, on les a beaucoup utilisés un peu n'importe comment, à profusion, beaucoup trop, et voilà. Mais même avec un usage raisonné, finalement, c'est quelque chose qui est complètement inévitable. Et ça, dès la découverte des antibiotiques, dans les années 50-60, les scientifiques savaient qu'il y aurait des résistances. Alors, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide et que ça se dissémine aussi vite, mais on savait que ça allait apparaître. Et donc, finalement, c'est vraiment aussi, voilà, c'est aussi des choses, en fait, il faut trouver des nouveaux antibiotiques, mais il faut aussi trouver d'autres voies, finalement, pour combattre les infections, parce que alimenter le cercle vicieux, c'est bien, mais à un moment donné, ça peut long, ça fait, on va dépenser des milliards d'euros juste pour alimenter un cercle vicieux, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut effectivement trouver des alternatives à ces antibiotiques, mais finalement, le faire tout seul dans notre coin, sans impliquer la société là-dedans, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'au final, voilà, ça va dépendre de la manière dont on va utiliser tous ces médicaments. Donc finalement, voilà, quand je dis que c'est un projet One Health, c'est vraiment ça. Ça implique les scientifiques, ça implique la société. Et c'est vrai que ça touche la santé humaine, animale ou environnementale de la même façon. Je veux dire, les contaminations, quand on utilise les antibiotiques, forcément, ils vont se déverser dans les eaux usées, ça va se retrouver dans les champs. Ça va se retrouver, enfin que ce soit nous ou les animaux qui les consomment d'ailleurs, voilà, ça va se retrouver dans les champs et puis après ça va se propager. Et finalement, on s'aperçoit que le monde entier est contaminé par les antibiotiques. Alors dans certains pays, c'est très très flagrant. Et puis il y avait des études qui ont été menées, voilà, où des pays effectivement, alors ce sont forcément les pays un peu moins riches où il y a plus de problèmes. Quand c'était il y a une dizaine d'années, il y a une étude américaine qui s'était focalisée sur les touristes qui allaient en Inde. Ils ont regardé ce qui est ramené en termes de microbiote d'Inde. Les 2/3 ramenaient des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, c'est juste pour dire à quel point effectivement ce problème a pris de l'ampleur.
Alors après, ce n'est pas très grave, hein, parce que normalement, ces bactéries-là, on arrive à s'en débarrasser, sauf effectivement quand on est malade. Et là, elles peuvent prendre le dessus. Mais n'empêche que ça fait 2/3 des touristes qui ramènent une bactérie résistante aux antibiotiques, c'est que le problème est vraiment mondial. Et ça explique aussi que tous les progrès qu'on peut faire ici, c'est vraiment chouette. Mais si on ne les adapte pas à ces populations indiennes, africaines, tout ça, ou les populations en conflit, où il y a pas mal de problèmes aussi, ça ne sert pas à grand-chose parce que forcément, vous revenez chez nous. Et donc, voilà, donc comment est-ce qu'on trouve des anti-infectieux, des anti-bactériens ou des antibiotiques, effectivement. C'est ce que je disais dans les années 50, 1950, 70, c'était vraiment, on cherchait à travers les micro-organismes. On en a trouvé énormément, quasiment tous les antibiotiques qu'on a sont issus des micro-organismes. Et l'avantage vraiment, c'est que les micro-organismes, ils vivent justement dans leur environnement, ils veulent chasser l'autre bactérie qui les embête, ils vont produire un antibiotique. Donc l'antibiotique, l'avantage, c'est que comme il va passer dans le sol ou dans l'eau, finalement, c'est quelque chose de soluble. Donc c'est quelque chose, si nous, on utilise justement ces molécules qu'on trouve à travers les microbes, on peut s'assurer qu'elles seront solubles dans notre organisme. Le gros problème de la chimie médicale, finalement, c'est qu'on va produire plein de molécules chimiques très efficaces, mais on va les produire dans des solvants qui ne sont pas des solvants naturels, physiologiques. Et donc, le gros problème, c'est que très souvent, voilà, ce sont les molécules qui ne sont pas du tout solubles. Alors que là, l'avantage du micro-organisme, si on cherche des antibiotiques à partir de micro-organismes, si on en trouve, on est sûr qu'ils vont répondre à tous les critères intéressants pour subir un développement industriel. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Effectivement, le désavantage de tout ça, c'est que voilà, ça a été fait et puis on sait qu'on va alimenter le cercle vicieux. C'est pas la solution idéale. Les plantes ont le même problème que les bactéries, c'est-à-dire qu'elles sont entourées elles aussi de microbes qui vont essayer de propager des maladies. Donc elles-mêmes doivent se défendre contre les microbes. Et pareil, elles vont développer des molécules pour lutter contre les microbes, mais là, ce n'est pas forcément des antibiotiques. Elles vont produire des toxines, voilà, mais en fait, c'est plusieurs types de molécules. Et donc, finalement, au lieu de comparer aux micro-organismes qui vont produire un type de molécule, elles vont produire différents types de molécules qui vont interagir et qui vont agir par synergie. Alors ça, c'est très intéressant parce que finalement, la bactérie va être attaquée par différents fronts. Et c'est beaucoup plus difficile pour elle de développer une résistance quand elle est attaquée par différents fronts parce qu'il faut qu'elle développe en un coup, globalement, une multirésistance. Donc là, ça, c'est le gros avantage. Alors, le désavantage, effectivement, c'est que c'est cette solubilité qui faisait le gros avantage des molécules d'origine microbienne. Là, finalement, comme les maladies dans les plantes, c'est par contact, finalement, il n'y a pas forcément besoin d'une grande solubilité. Les molécules antibactériennes produites par les plantes, elles vont passer de la plante directement au micro-organisme. On s'en fout un peu de la solubilité. Donc là, après, c'est intéressant parce qu'il y a cette synergie d'action. Donc, c'est beaucoup plus difficile de développer une résistance. Mais par contre, le développement industriel va être beaucoup plus difficile. Il n'y a jamais de solution idéale. Et puis, il y a quelque chose d'autre aussi, une autre manière de trouver des combinaisons anti-infectieuses, c'est effectivement d'étudier, c'est ce que je fais, c'est d'étudier tout ce qui est remède traditionnel ou remède qu'on a utilisé à travers l'histoire. Parce que forcément, à travers l'histoire, il y a énormément de problèmes d'infection. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'eau contaminée, les blessures dans les champs, les blessures sur le terrain militaire, il y en a eu tout plein. Et finalement, sur le terrain militaire, on mourait avant tout d'infection, avant même de blessures mortelles. Voilà, donc finalement, l'avantage, c'est qu'effectivement, au cours des siècles, finalement, les hommes ont appris à combiner les ingrédients, ont appris à combiner les bonnes plantes, les plantes, les minéraux, les extraits d'animaux, pour faire quelque chose de vraiment efficace contre les infections. Le gros désavantage, effectivement, c'est la complexité de ces mixtures, parce que c'est souvent 5-10 plantes différentes. Ça, c'est un gros désavantage, j'en parlerai après. L'autre gros désavantage, c'est que ça fait depuis un siècle ou 2 siècles, ça a été de plus en plus dévalorisé. Et donc, on a beaucoup plus tendance à
penser que c'est bon, des vieux remèdes de grand-mère, mais pas du tout que tout ce développement finalement de médicaments est issu quand même d'une recherche rationnelle qui s'est déroulée pendant des siècles. Donc effectivement, comment est-ce qu'on fait ça maintenant? On travaille beaucoup avec des historiens ou des passionnés d'histoire pour fouiller dans les manuscrits anciens les manières de soigner à différentes époques. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que si on arrive à trouver justement des remèdes qui ont été conservés au cours de 4, 5, 6 siècles, finalement, c'est qu'ils n'ont pas été conservés juste pour le bonheur, la beauté de l'écriture, c'est qu'il y a certainement derrière quelque chose d'intéressant. Il y a certainement une activité qui peuvent être intéressantes. Parce que nous, notre but, effectivement, de trouver des remèdes, on peut en trouver des milliers, il n'y a pas de problème. Hein. C'est de trouver, mais lesquels on doit étudier, lesquels sont les plus pertinents en termes de thérapie. Donc voilà, nous, on parle de cette hypothèse-là. Si on en trouve un qui est conservé pendant plusieurs centaines d'années, il y a des chances qu'il soit conservé. Alors, on a appliqué ça, par exemple, au collier, donc pour les yeux, on en a trouvé qui sont conservés sur plus de 2000 ans. Ou depuis de 2000 ans, finalement, il y a des recettes qui n'ont quasiment pas évolué. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça nous donne des raisons de penser que c'est intéressant. Et donc après, il faut reproduire ces remèdes exactement comme on le faisait à l'époque. Alors ça, c'est important aussi parce que même la préparation peut être très importante. Il y a certaines recherches même qui ont montré que, par exemple, alors effectivement, à l'époque, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils savaient que pour préparer ce remède, il fallait absolument le faire dans un récipient en cuivre. Et ça, on le note. Et puis, il y avait pas mal de chercheurs qui ont reproduit le remède et qui ne trouvaient pas comment il marchait parce que ils avaient loupé cette étape-là. Et puis, une fois qu'ils ont compris qu'il fallait quand même le faire vraiment comme à l'époque dans le contenant en cuivre, là, ils ont vu que ça marchait. Et finalement, c'est le cuivre. Il y a toujours un tout petit peu de cuivre qui a passé dans le remède et c'est ce cuivre-là qui était actif. Donc, voilà. Donc, il faut effectivement la préparation de ces remèdes, c'est très important. Et puis ensuite, on va essayer d'utiliser tous les outils modernes, en fait, pour essayer de comprendre comment ces remèdes marchent. Parce que l'intérêt, ce n'est pas juste de réutiliser ces remèdes. Alors, on sait que ça marchait, mais souvent, ce n'était pas efficace aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut, à partir de ces remèdes, sortir des connaissances qui pourraient aujourd'hui nous permettre de développer des médicaments qui pourraient très bien marcher? Parce qu'il faut aussi voir que ces remèdes-là, c'est souvent effectivement 5-10 plantes qu'on mélange. Alors que 5-10 plantes, c'est quelques milliers de molécules différentes, alors qu'il n'y en a que 3 qui sont intéressantes. Donc finalement, tout le reste, ça va juste embêter en fait l'utilisation, ou au contraire, ça va même être toxique. Donc voilà, donc le but aussi aujourd'hui, c'est essayer de faire un peu la séparation des deux, d'utiliser toutes ces connaissances qui ont été acquises dans le passé pour savoir comment combiner les bonnes plantes avec quoi, comment faire les bons mélanges. Puis nous, on essaie de tirer justement les bonnes molécules pour en faire des nouveaux médicaments. Donc ça, on le développe à travers un consortium. Donc c'est effectivement basé sur l'utilisation de la nature quand même. C'est essentiellement les plantes qu'on essaie d'étudier à travers ce projet, l'utilisation des plantes thérapeutiques. Et on essaie de l'aborder effectivement de manière assez holistique, c'est-à-dire on ne s'arrête pas juste à chercher le médicament, c'est qu'on essaie aussi de comprendre justement la pratique médicale à travers les âges et de comprendre un peu... En fait, et d'essayer de mettre tout ça en œuvre de manière holistique, c'est-à-dire qu'on ne s'approprie pas forcément les connaissances des uns et des autres, on essaie de respecter le patrimoine finalement de chacun. On essaye aussi de mettre ça en ordre pour avoir quelque part derrière un développement économique qui soit raisonné. On sait qu'on utilise la nature, on sait qu'on va utiliser le plan, mais comment développer économiquement quelque chose d'intéressant tout en respectant la biodiversité ou en protégeant la biodiversité. Donc voilà, on essaie de réunir tout un consortium pour essayer de réfléchir à tout ça. Et effectivement, par rapport à pareil, il y a aussi une participation citoyenne parce que si on veut, le but aussi, c'est de revaloriser en fait tous ces remèdes anciens parce qu'on ne va pas convaincre les gens que c'est intéressant s'ils continuent à croire que tous ces vieux trucs de grand-mère, ça ne sert pas à grand-chose et voilà, c'est pas terrible. Donc finalement, il y a aussi tout un pan où on va essayer de regarder justement quelle est la perception en fait de différentes catégories de public par rapport à l'utilisation des antibiotiques, l'utilisation des alternatives aux antibiotiques et finalement, on s'aperçoit que c'est très très différent quand on demande à un médecin, à une infirmière, à un patient
un chercheur ou à d'autres citoyens, finalement, la perception, elle est complètement différente et elle est vraiment elle est ancrée. C'est une croyance sociale, voilà, qui est très forte. Et donc, sortir les gens de ça, c'est pas aussi évident que ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer d'étudier. Et puis, effectivement, maintenant, il y a forcément les réseaux sociaux qui rentrent dans le jeu et qui changent toute la donne. Et donc, on essaie aussi d'étudier quelle est l'influence des réseaux sociaux, justement, par rapport à ces pratiques traditionnelles et par rapport aux croyances, finalement, qu'on peut coupler, disons, à ces pratiques traditionnelles. Voilà, et alors il y a effectivement la participation citoyenne, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi effectivement retrouver les connaissances. Alors toutes ces connaissances de pratiques traditionnelles, il y a 1000 ans, finalement, c'était un savoir académique. C'était un savoir académique donc, qui était transmis de manière académique et de manière, voilà, toute la rigueur, disons, de la transmission académique. Actuellement, surtout dans les populations européennes, finalement, il y a le milieu académique s'est complètement détourné de tous ces savoirs. Et finalement, ce savoir-là, il existe encore, mais effectivement, c'est détenu par les citoyens. Et donc, ce qu'on essaie, c'est de rapatrier un tout petit peu ces connaissances dans le milieu académique pour essayer à nouveau de nous l'approprier un peu mieux, un peu plus, finalement, et de comprendre justement de redonner, disons, beaucoup plus de termes scientifiques à toutes ces connaissances et toutes ces pratiques, parce que forcément, une fois que ça quitte le milieu académique, la transmission, elle doit être très, très rigoureuse. Et ce n'est pas aussi évident. Ça s'est fait dans certaines cultures, notamment indiennes, chinoises, où il y a une transmission qui est assez rigoureuse. Dans d'autres cultures, elle a perdu un tout petit peu en rigueur. Donc, on essaie de récupérer tout ça, puis de retrouver cette rigueur qui faisait foi il y a 1000 ans, et puis de redonner un peu les lettres de noblesse à toutes ces pratiques traditionnelles. Et donc, voilà, donc, il y a effectivement un autre, alors on ne se désintéresse pas de tout ce qui est réseaux sociaux, on ne le prend pas comme le diable, ou surtout il ne faut pas y toucher. Voilà, on essaie justement aussi de travailler avec tout ce qui est Wikidata, Wikipédia et tout ça, pour essayer d'insérer en fait un maximum de connaissances dans ces banques de données, et puis ouvrir finalement tout ce qu'on trouve en fait à la plus large population. Et toujours, effectivement, il y a cette démarche scientifique. Alors, je marque vraiment, c'est à la fin de ce que je présente, mais c'est finalement le plus important dans tout ça, c'est appliquer une démarche scientifique à tout ce qu'on fait pour essayer justement d'être le plus rigoureux possible et d'être quelque part le plus irréprochable aussi dans notre démarche. Voilà. Donc, je tiens à remercier effectivement, alors je pense que j'ai oublié des personnes, je suis vraiment désolé. Il y a les projets participatifs sur les sols et sur le plastique. Il y a le projet sur les pharmacopées anciennes, où effectivement il y a beaucoup de collaborateurs. Alors oui, je pense que j'en ai oublié quelques-uns, ou même beaucoup. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, ça c'est finalement la genèse en tout cas du projet. C'était autour de ces personnes, autour de ces financements. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère que ça vous a plu. Juste, je prends le micro pour vous inciter lors de vos questions à le prendre, parce qu'en fait, dans l'enregistrement, on n'entend pas forcément ce que vous racontez. Nous, on l'entend bien, mais on n'entend pas forcément ce que vous racontez quand on va ensuite remonter l'enregistrement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre. Soyez pas timide. Moi, je me demandais, bonjour, ça ressemble à quoi ces représentations, quel type de représentation on peut avoir de ces microbiotes du sol? Parce que je pense aux boîtes de pétri, mais est-ce qu'il existe d'autres choses, d'autres manières de les représenter? Pardon? Pour les visualiser, Oui, par exemple, oui. sur boîte de pétri, par microscopie en fait. Le plus simple, c'est par microscopie, puis c'est très simple à mettre en œuvre. Moi, j'ai des microscopes, par exemple, que je peux mettre dans le coffre de ma voiture, et puis je viens le lisser, puis je regarde avec les différents participants, je peux facilement regarder les microbes. On peut voir à quoi ils ressemblent. Et est-ce qu'il existe des bases de données, ou alors des schémas, ou d'autres choses qui permettent de les visualiser, de les diffuser, ou ce genre de choses? Alors, diffuser, je ne vois pas ce que vous entendez par représenter ou diffuser.
Il existe des banques de données avec une liste de microbes. C'est ça? Oui, éventuellement, oui. Oui, alors il y a eu énormément de travaux qui ont été faits hein, pour séquencer de manière massive en fait les sols de différentes régions dans le monde et même en France. Donc on a énormément de catalogues qui existent, qui récapitulent l'ensemble des bactéries ou des microbes qui existent. Alors le gros problème avec ça, c'est que ça donne des catalogues de noms, et puis ensuite passer du nom à la fonction, c'est quelque chose encore assez complexe. Donc voilà, il y a pas mal de développements qui sont faits sur ça, mais ça prend du temps. Je me demande si Adèle, elle ne se demandait pas aussi si on pouvait avoir des représentations graphiques ou cartographiques. Parce que ce qui t'intéresse, peut-être que tu peux préciser pourquoi tu poses cette question. Je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, je m'intéresse aux différentes représentations du sol qu'on peut faire. Et oui, je me demandais, est-ce qu'il existe des personnes qui sont intéressées, par exemple, à prendre des photos de ces microbes ou ce genre de choses autrement que juste pour prendre en photo ces boîtes de pétri, mais est-ce qu'il y a eu des travaux, disons qu'il y a des travaux, enfin, oui, il y a quelques travaux scientifiques qui ont été faits pour effectivement pour avoir des photos microscopiques de ces microbes, et ça reste des travaux très académiques. La beauté des microbes, c'est vrai que comme c'est encore invisible, et puis parler de la beauté des microbes, c'est antagoniste quelque part. Donc non, il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits pour avoir des belles images de microbes. Il y en a quelques-unes, mais dans le champ académique. Je me posais une question. Quand vous cherchez des bactéries capables de dégrader le plastique, j'ai l'impression que vous cherchez à isoler une espèce qui produirait une enzyme capable de dégrader le plastique. Est-ce qu'il y a des projets ou une partie de la démarche qui consiste à isoler une communauté bactérienne? Parce qu'il est possible qu'une bactérie ne fonctionne pas tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour fonctionner toute seule. Oui, c'est ça, on a de toute façon les deux approches en parallèle. On travaille sur le microbiote, et après, quand ça marche, on essaie d'en tirer une ou deux enzymes, une ou deux microbes, ça nous faciliterait beaucoup la tâche, et puis des fois on y arrive, et des fois on n'y arrive pas. Après, ça devient, au niveau de la recherche, ça devient encore plus intéressant quand ça ne marche pas. Parce que ça veut dire qu'il y a effectivement une synergie entre les bactéries qui font que ça va marcher. J'avais une autre question. Puisqu'on sait que des bactéries sont capables de dépolluer des sols ou doter des radiotopes, par exemple autour de Tchernobyl et autre chose de ce type-là, pourquoi on n'utilise pas ces techniques plus fréquemment? C'est de la recherche académique. Dans la grande partie des cas, tout ce qui est plastique, dégradation comme ça, c'est vraiment de la recherche académique. On n'est pas encore passé au milieu industriel. Il y a eu quelques expériences justement sur des sols pour dépolluer des sols de métaux lourds. Mais c'est encore, je dirais, des approches assez confinées. Mais ouais, toutes ces approches, c'est encore. Alors, c'est encore très dans le milieu académique parce qu'on n'arrive pas au stade industriel. Mais après aussi, si l'idée c'est de déverser des tonnes de microbes sur un sol, on va le polluer aussi. Des polluants, enfin. Donc on ne sait pas encore. Je pense qu'il y a encore pas mal de questions autour de ça, mais comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça? Si je peux me permettre, en fait, dans le milieu académique, la question c'est d'arriver à maîtriser les conditions expérimentales pour comprendre d'où ça vient, comment ça marche, etc. Le problème, c'est que quand on est en milieu non confiné, non maîtrisé, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas balancer des choses dans le milieu sans savoir comment ça va interagir avec un milieu qui est beaucoup plus complexe que des conditions expérimentales où on essaye de maîtriser au maximum chacun des paramètres, en fait. Et donc, la question, c'est ça, c'est quand on est dans le milieu académique, on essaye de maîtriser tous les paramètres ou le plus de paramètres possible. Quand on passe dans la réalité, on est dans des configurations beaucoup plus complexes et du coup, on non maîtrisées, ou en tout cas, pas forcément maîtrisées. Je pense que c'est ça la difficulté du passage, en plus de la question d'être
multipliable en grande quantité, qui est la phase industrielle. Mais donc, je pense qu'il y a aussi ce passage où qu'est-ce qui se passe en conditions réelles. Et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure sur les PLA. En fait, on sait que c'est dégradable, certes, mais dans des conditions maîtrisées qui sont 60 degrés, des choses comme ça qu'on ne trouve pas en réalité dans la vraie vie, en quelque sorte, quoi. Ou alors qu'on n'est pas sûr, en tout cas, de trouver. Je pense que, est-ce que ça... C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En milieu académique, on maîtrise tout. Alors, il y a quelques expériences qui ont été faites aussi sur les hydrocarbures, sur les nappes d'hydrocarbures, où là, on a essayé de balancer effectivement pas mal de microbes. Voilà, ça marche, mais oui, c'est ça. C'est très confiné. Et je pense qu'on n'a aucune idée du devenir de tout ça. Voilà, le truc, c'est pas juste de décontaminer, c'est que ces microbes, finalement, ils vont quand même rester. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans c'est le temps de la recherche, finalement, et c'est le temps qui est très, très long. Et c'est très difficile aussi, des fois, d'admettre que, ben oui, il faut avoir un recul de 10 ans pour pouvoir libérer, en fait, ce genre de pratiques. Je me posais aussi une question sur l'aspect dégradation du plastique. Ça peut paraître trivial comme question, mais quand on considère que quelque chose est dégradé, ça veut dire quoi concrètement parlant quand on parle d'un plastique? Je pense notamment aux produits de dégradation qui peuvent parfois, à certains stades, devenir des polluants d'autres sources. Donc, est-ce que c'est pris en compte dans la définition? C'est trivial, hein. Oui, c'est vraiment une question aussi qu'on se pose. Donc, la première étape, c'est effectivement de dégrader le plastique pour qu'on ne le voit plus, mais c'est pas dire parce qu'on ne le voit plus qu'il n'y a plus de pollution. Oui, donc on se pose aussi ces questions. Voilà, le truc aussi, c'est ça. C'est une fois qu'on a identifié ces enzymes, c'est d'identifier en fait en quoi, d'identifier le résultat. Parce que oui, ça peut être pire que le plastique au départ. Peut-être que vous en parliez à un moment donné, je ne sais plus, mais vous, dans votre cas, vous vous intéressez particulièrement aux sols pollués ou au contraire juste à une diversité de sols de manière générale? Je n'ai pas d'a priori, parce que justement, au début, j'avais des a priori, puis, et puis je me suis aperçu que ce n'était pas une bonne idée. Donc non, je n'ai pas d'a priori. Logiquement, effectivement, si on veut par exemple trouver des bactéries qui dégradent les hydrocarbures, ben, c'est bien de trouver des sols qui sont pollués aux hydrocarbures. Ça paraît assez logique. Après, non, des fois on est surpris. Et c'est aussi pour ça justement que nous on enterre en fait les plastiques, parce qu'on se dit, ben, voilà, autour de ces plastiques va se développer quelque chose qui va manger spécifiquement les plastiques. Donc ouais, logiquement, il faudrait chercher les sols pollués. Mais après, voilà. Là, en termes de bactéries, vous cherchez des candidats intéressants, mais une fois que vous avez trouvé les bonnes enzymes, les bonnes protéines et les bons gènes, est-ce que vous ne cherchez pas aussi à du coup synthétiser ces bactéries pour être plus efficaces, ou qu'elles produisent Alors oui, voilà, l'idée c'est d'avoir les gènes qui vont produire les bonnes enzymes améliorées, et puis ensuite ces gènes-là, les transférer dans des bactéries qui vont carburer. Oui, voilà, après c'est du génie génétique, mais effectivement, la bactérie de départ, c'est elle vit dans le sol, peut-être qu'elle ne va pas aimer en fait être cultivée en laboratoire, parce que le biotope est complètement différent. Donc le but, c'est d'identifier le bon gène et puis de le transférer dans une bactérie qui, elle, va être adaptée finalement à nos conditions de laboratoire. J'avais une question. Les bactéries, du coup, elles mangent ces plastiques. Mais est-ce que vous faites aussi des recherches sur en quoi elles les transforment? Qu'est-ce qui devient de ces plastiques qui disparaissent à la ligne et pas forcément? Alors, c'est un peu, ouais, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Pour l'instant, on ne le recherche pas. Alors, on recherche déjà les microbes, c'est déjà pas mal. Après, effectivement, chercher en quoi sont transformés ces plastiques, si, c'est super important. Alors, c'est d'autres techniques plus complexes, tout ça à mettre en œuvre, mais oui, c'est très important. Bon. Vous avez encore des questions? Oui, une question.
Vous dites que ça se produit dans le milieu naturel, les adaptations des microbiotes. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, à une époque, on faisait beaucoup les vidanges dans les champs, est-ce que ça veut dire que ces choses sont réellement absorbées ou ont disparu, ou est-ce que c'est des pollutions qui… Ça va mettre quand même quelques centaines d'années. Quand même, d'accord. Voilà, tout ça, c'est des évolutions, c'est pas efficace. Il y a d'abord l'apparition effectivement du microbe qui va manger ça, et ensuite la transformation de ce microbe en quelque chose de super efficace. Mais ça, sur l'échelle de la vie, ça prend quelques centaines d'années. D'accord, merci. Sur le même sujet, pourquoi le pétrole a pu se conserver pendant des millions d'années? Pourquoi ça, il n'a pas été consommé par des bactéries? Parce qu'il est enfermé. Il est complètement isolé. Alors, c'est pas, enfin, oui, c'est pas complètement isolé, mais disons que pour qu'il y ait de la vie, normalement, il faut voilà, des conditions en eau, en oxygène et tout ça. Voilà, pour que ça pousse. Dans ces nappes de pétrole, à mon avis, il n'y a pas toutes ces conditions. Ouais, Donc, c'est stérile, en fait, alors. Voilà, il y a certainement, si on cherche, il y a certainement des microbes, mais il y en a très, très peu. Voilà, je te laisse. C'est bon. Eh ben, merci à Pierre pour ces éléments de vie microbienne ou des micro-organismes. Je vous remercie à tous d'être venus. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après ou des curiosités qui n'auraient pas été étanchées par les propos de Pierre, à nous les poser au fond, parce que on est toujours en recherche de sujets, on a plein d'idées, hein, on a une imagination assez fertile, et puis bien sûr au contact de chacun d'entre vous dans différentes occasions que je vais pouvoir juste détailler tout de suite après. Il y en a d'autres qui viennent, mais n'hésitez pas à nous poster vos réflexions ou vos curiosités après coup, parce qu'on a déjà presque 40, parce que ça fait 4 ans, à raison de 10, on ne doit pas être loin de 40 conférences. Il y en a qu'on reprend parce qu'il y a quelques stars, mais voilà, n'hésitez pas à nous titiller sur des sujets pour lesquels on pourrait, nous, chercher des spécialistes qui n'auraient pas répondu à des questions que vous vous posez encore. Voilà, n'hésitez pas à participer aussi à ce volet de nos échanges. Alors, je vais juste